Oui, madame, dis-je. Votre nom demanda la dame. Copperfield, madame, dis-je. Ce n'est pas ça, reprit la dame. On n'a pas commandé à dîner pour une personne de ce nom. Est-ce Murdstone, madame, dis-je. Si vous êtes le jeune Murdstone, dit la dame, pourquoi commencez-vous par me dire un autre nom? Je lui expliquai ce qu'il en était. Elle sonna et cria. William, montrez à monsieur la salle à manger. Sur quoi un garçon arriva en courant de la cuisine qui était de l'autre côté de la cour et parut très surpris de voir que c'était pour moi seul qu'on le dérangeait. C'était une grande chambre, garnie de grandes cartes de géographie. Je crois que, quand les cartes auraient été de vrais pays étrangers, au milieu desquels on m'aurait lancé comme une bombe, je ne me serais pas senti plus dépaysé. Il me semblait que je prenais une étrange liberté d'oser m'asseoir, ma casquette à la main, sur un coin de la chaise la plus rapprochée de la porte. Et lorsque je vis le garçon mettre une nappe sur la table, tout exprès pour moi, et y placer une salière, je suis sûre que je devins tout rouge de modestie. Il m'apporta des côtelettes et des légumes. Il enleva les couvercles des plats avec tant de brusquerie que j'avais la plus grande peur de l'avoir apparemment offensé. Mais je me sentis rassurée en le voyant mettre une chaise pour moi devant la table et me dire du ton le plus affable. Maintenant, mon petit géant, asseyez-vous. Je le remerciai et je m'établis devant la table. Mais il me semblait extraordinairement difficile de manier un peu adroitement mon couteau ou ma fourchette, ou d'éviter de jeter de la sauce sur moi, tant que le garçon serait là debout en face de moi, ne me quittant pas des yeux et me faisant rougir jusqu'aux oreilles chaque fois que je le regardais. Lorsqu'il me vit entamer la seconde côtelette, voilà, dit-il, une demi-pinte d'ale pour vous. La voulez-vous à présent? Merci, lui dis-je, je veux bien. Alors, il versa la bière dans un grand verre et la mit devant la fenêtre pour m'en faire admirer la belle couleur. Ma foi, dit-il, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup, répondis-je en souriant, car j'étais charmée de le trouver si aimable. C'était un petit homme aux yeux brillants, avec un visage rougeaud et des cheveux tout hérissés. Il avait l'air très avenant, le poing sur la hanche, et de l'autre main, il tenait en l'air le verre plein d'ail. Il y avait bien ici un monsieur, dit-il, un gros monsieur qu'on nommait Top Sawyer. Peut-être le connaissez-vous? Non, dis-je, je ne crois pas. En culotte courte et en guêtre, un chapeau à large bord, un habit gris, un cache-nez à pois, dit le garçon. Non, dis-je avec embarras, je n'ai pas ce plaisir. Il est venu ici hier, dit le garçon en regardant la bière au jour. Il a demandé un verre de cette ale. Il a voulu absolument. Je lui ai dit qu'il avait tort. Il l'a bu et il est tombé mort. Elle était trop forte pour lui. On ne devrait plus en donner. Voilà le fait. J'étais épouvantée de ce terrible accident et je lui dis que je ferais peut-être mieux de ne boire qu'un verre d'eau. C'est que, voyez-vous, dit le garçon tout en regardant toujours la bière à la fenêtre et en clignant de l'œil. On n'aime pas beaucoup ici qu'on laisse ce qu'on a commandé. Ça blesse mes maîtres. Mais moi, je peux la boire si vous voulez. J'y suis habituée et l'habitude fait tout. Je ne crois pas que cela me fasse mal, pourvu que je renverse ma tête en arrière et que j'avale lestement. Voulez-vous? Je lui répondis qu'il me rendrait un grand service en la buvant, pourvu que cela ne pût pas lui faire de mal. Sans cela, je ne voulais pas en entendre parler. Quand il rejeta sa tête en arrière pour avaler lestement, je fus saisie, je l'avoue, d'une terrible frayeur. Je croyais que j'allais le voir tomber sans vie sur le parquet, comme le malheureux monsieur Top Sawyer. Mais cela ne lui fit aucun mal. Au contraire, il n'en m'en parut que plus frais et plus gaillard. Qu'avons-nous donc là? Dit-il en mettant sa fourchette dans mon plat. N'est-ce pas des côtelettes? Des côtelettes, dis-je.
Que Dieu me bénisse! Je ne savais pas que ce fussent des côtelettes, s'écria-t-il. C'est justement ce qu'il faut pour neutraliser les mauvais effets de cette bière. Quelle chance! D'une main, il saisit une côtelette, de l'autre, il prit une pomme de terre et mangea le tout du meilleur appétit, à mon extrême satisfaction. Puis, il prit une autre côtelette et une autre pomme de terre, et encore une autre pomme de terre et une autre côtelette. Quand nous eûmes fini, il m'apporta un pudding, et l'ayant placé devant moi, il se mit à ruminer en lui-même, et resta quelques instants absorbé dans ses réflexions. Comment trouvez-vous le pâté? Dit-il tout d'un coup. C'est un pudding, répondis-je. Un pudding, s'écria-t-il. Oui, vraiment. Mais, dit-il en le contemplant de plus près, ne serait-ce pas un pudding aux fruits? Oui, certainement. Eh mais, dit-il en s'armant d'une grande cuillère. Le pudding aux fruits est mon pudding favori. N'est-ce pas heureux? Allons, mon petit homme, voyons qui nous deux ira le plus vite. Le garçon fut certainement celui qui alla le plus vite. Il me supplia plus d'une fois de me dépêcher, de gagner la gageure. Mais il y avait une telle différence entre sa cuillère à ragoût et ma cuillère à café, entre son agilité et mon agilité, entre son appétit et mon appétit, que je restai promptement en arrière. Je crois que je n'ai jamais vu personne aussi charmé d'un pudding. Il avait déjà fini qu'il riait encore de plaisir, comme s'il le savourait toujours. Je le trouvais si complaisant et de si bonne humeur que je le priai de me procurer une plume, du papier et de l'encrier pour écrire à Peggotty. Non seulement il me l'apporta immédiatement, mais encore il eut la bonté de regarder par-dessus mon épaule pendant que j'écrivais ma lettre. Quand j'eus fini, il me demanda où j'allais en pension. Près de Londres, lui dis-je, c'est tout ce que je savais. Oh, mon Dieu, dit-il de l'air le plus triste. J'en suis désolé. Pourquoi donc? Lui demandai-je. Oh, mon Dieu, dit-il en hochant la tête. C'est justement la pension où on a brisé les côtes d'un petit garçon. Les deux côtes. Il était encore tout jeune. Il avait à peu près, voyons, quel âge avez-vous? Je lui dis que j'avais 8 ans et demi. Tout juste son âge, dit-il. Il avait 8 ans et demi quand on lui a brisé sa première côte. 8 ans et 8 mois quand on lui a brisé la seconde. Et ma foi, c'était fini. Je n'eus pas la force de me dissimuler, non plus qu'au garçon, que c'était une malheureuse coïncidence, et je lui demandai comment cela était arrivé. Sa réponse n'eut rien de consolant, car il ne me répondit que cette phrase épouvantable. En le fouettant. Heureusement, le son du corps qui rappelait tous les voyageurs vint faire diversion à mes inquiétudes. Je me levai et je me demandai d'un ton moitié défiant, moitié orgueilleux, tout en tirant ma bourse, s'il y avait quelque chose à payer. Une feuille de papier à lettres, répondit-il. Avez-vous jamais acheté du papier à lettres? Je n'en ai aucun souvenir. Il est cher, dit-il, à cause des droits, 3 pence. Et voilà comment on nous taxe dans ce pays-ci. Il ne reste plus que le pourboire du garçon. Quant à l'encre, ce n'est pas la peine d'en parler, ce sont mes profits. Combien croyez-vous? Combien faut-il que... Combien dois-je? Combien serait-il convenable de donner pour le garçon, je vous prie? Balbutiai-je en rougissant. Si je n'avais pas une petite famille, et si cette petite famille n'avait pas la petite vérole volante, je n'accepterais pas 6 pence, dit le garçon. Si je n'avais pas à soutenir une vieille mère et une charmante jeune sœur, ici, le garçon parut vivement ému. Je n'accepterais pas un farthing. Si j'avais une bonne place et que je fusse bien traité ici, j'offrirais volontiers une bagatelle plutôt que de l'accepter. Mais je vis des restes et je couche sur les sacs à charbon. Ici, le garçon fondit en larmes. J'éprouvais la plus profonde pitié pour ses infortunes, et je sentais qu'il fallait avoir le cœur bien dur et bien brutal pour lui offrir moins de 9 pence.
Je finis par lui donner un de mes 3 beaux shillings. Il le reçut avec beaucoup d'humilité et de vénération. Et la minute d'après, il le fit sonner sur son ongle pour voir si la pièce était bonne. Je fus un peu déconcertée au moment de monter dans la voiture, lorsque je découvris qu'on me supposait capable d'avoir mangé le dîner tout entier à moi seule. Je m'en aperçus en entendant la dame qui était à la fenêtre dire au conducteur: Prenez garde, Georges, ou cet enfant va éclater en route. Les servantes de l'hôtel qui étaient dans la cour venaient me contempler comme un jeune phénomène et me rire au nez. Mon malheureux ami, le garçon de l'hôtel, qui avait tout à fait repris sa bonne humeur, ne paraissait nullement embarrassé et prenait, sans la moindre confusion, part à l'admiration générale. Je ne sais pas si cela ne me donna pas quelques soupçons sur mon compte, mais j'incline pourtant à penser que, plein comme je l'étais de cette confiance naturelle aux enfants et du respect qu'ils ont en général pour ceux qui sont plus âgés qu'eux, qualité que je suis toujours fâchée de voir perdre trop tôt aux enfants pour prendre les habitudes du monde, je n'eus pas, même alors, de doute sérieux sur son compte. Je trouvais pourtant un peu dur, il faut que je l'avoue, de servir de point de mire aux plaisanteries continuelles du cocher et du conducteur sur ce que mon poids faisait pencher la diligence d'un côté ou que je ferais bien de voyager à l'avenir dans un fourgon. L'histoire de mon appétit supposé se répandit bientôt parmi les voyageurs de l'impériale qui s'en divertirent aussi infiniment. Ils me demandèrent si, à la pension où j'allais, on devait payer pour moi comme pour deux, seulement ou pour trois, si on avait fait des conditions particulières, ou bien si on me prenait au même prix que les autres enfants, avec une foule d'autres questions du même genre. Mais ce qu'il y avait de pis, c'est que je savais que, lorsque l'occasion se présenterait, je n'aurais pas le courage de manger la moindre chose, et qu'après avoir fait un assez pauvre dîner, j'allais me laisser affamer toute la nuit, car dans ma précipitation, j'avais oublié mes gâteaux à l'hôtel. Mes craintes furent bientôt réalisées. Lorsqu'on s'arrêta pour souper, je ne pus jamais trouver la force de m'asseoir à la table d'hôte, et j'allai, fort à contre-cœur, me mettre dans un coin près de la cheminée, en disant que je n'avais besoin de rien. Cela ne me mit pourtant pas à l'abri de nouvelles plaisanteries, car un monsieur, à la voix enrouée et au visage enluminé, qui n'avait cessé de manger des sandwichs que pour boire d'une bouteille qui ne quittait guère, fit observer que j'étais comme le boa constrictor, qui mangeait assez à un repas pour pouvoir rester ensuite plusieurs jours à jeun. Après quoi, il se servit une énorme pension de bœuf bouilli. Nous avions quitté Yarmouth à 3 heures de l'après-midi, et nous devions arriver à Londres le lendemain matin à 8 heures. L'automne commençait, et la soirée était belle. Quand nous traversions un village, je cherchais à me représenter ce qui se passait dans l'intérieur des maisons et ce que faisaient les habitants. Puis, quand les petits garçons se mettaient à courir pour grimper derrière la diligence, je me demandais s'ils avaient encore leur père et s'ils étaient heureux chez eux. J'avais donc beaucoup de sujets de réflexion, sans compter que je songeais sans cesse à l'endroit de ma destination, triste sujet de méditation. Quelquefois aussi, je me le rappelle, je me laissais aller à penser à la maison de ma mère et à Peggotty, où j'essayais confusément de me rappeler comment j'étais, avant d'avoir mordu M. Murdstone. Mais je ne pouvais jamais réussir, tant il me semblait que tout cela datait de l'Antiquité la plus reculée. La nuit ne fut pas aussi agréable que la soirée. Il faisait froid. Comme on m'avait casé entre deux messieurs, celui qui avait la figure enluminée et un autre, de peur que je ne glissasse des banquettes, il manquait à chaque instant de m'étouffer en dormant et me tenait comme dans un étau. J'étais parfois tellement écrasée que je ne pouvais m'empêcher de crier. Oh, je vous en prie, ce qui leur déplaisait fort, parce que cela les réveillait. En face de moi était assise une vieille dame, avec un grand manteau de fourrure, qui avait l'air, dans l'obscurité, plutôt d'une meule de foin que d'une femme, tant elle était empaquetée. Cette dame avait un panier, et pendant longtemps, elle n'avait su où le fourrer. Elle découvrit enfin qu'elle pourrait le glisser sous mes jambes, qui étaient très courtes. Ce panier me mettait à la torture. Il me cognait et me meurtrissait les jarrets.
mais au moindre mouvement que je faisais, le verre contenu dans le panier allait se choquer contre notre objet, et la vieille dame me donnait un terrible coup de pied, tout en disant: Allez-vous vous tenir tranquille? Vous êtes bien peu endurant pour votre âge. Enfin, le soleil se leva, et mes compagnons de route eurent un sommeil moins agité. On ne saurait dépeindre toutes les angoisses qui les avaient oppressés durant la nuit, et qui se manifestaient par des ronflements épouvantables. À mesure que le soleil s'élevait à l'horizon, leur sommeil devenait moins profond, et peu à peu ils se réveillèrent tous, l'un après l'autre. Je me souvins que je fus bien surpris de les voir tous soutenir qu'ils n'avaient pas dormi d'une minute, et repousser cette insinuation avec la plus vive indignation. J'en suis encore étonné à l'heure qu'il est, et je n'ai jamais pu m'expliquer comment, de toutes les faiblesses humaines, celle que nous sommes tous le moins disposés à confesser, je vous demande un peu pourquoi, c'est la faiblesse d'avoir pu dormir en voiture. Je n'ai pas besoin de raconter ici quelle étrange ville me parut Londres lorsque je l'aperçus dans le lointain, ni comment je me figurais que les aventures de mes héros favoris se renouvelaient à chaque instant dans cette grande cité, pleine à mes yeux de plus de merveilles et de plus de crimes que toutes les villes de la terre. Nous arrivâmes enfin à un hôtel situé sur la paroisse de Whitechapel, où nous devions nous arrêter. J'ai oublié si c'était le taureau bleu ou le sanglier bleu, mais ce que je sais, c'est que c'était un animal bleu, et que cet animal était aussi représenté sur le derrière de la diligence. Le conducteur fixa les yeux sur moi en descendant et dit à la porte du bureau: Y a-t-il ici quelqu'un qui demande un jeune garçon inscrit au registre sous le nom de Murdstone, venant de Blunderstone, Suffolk, et qui était attendu qu'on le vienne réclamer? Personne ne répondit. Essayez de Copperfield, monsieur, je vous prie, dis-je en baissant piteusement les yeux. Y a-t-il ici quelqu'un qui demande un jeune garçon inscrit au registre sous le nom de Murdstone, venant de Blunderstone, Suffolk, mais qui répond au nom de Copperfield et qui doit attendre qu'on le vienne réclamer? Dit le conducteur. Parlez, y a-t-il quelqu'un? Non, il n'y avait personne. Je regardais avec inquiétude tout autour de moi, mais cette question répétée n'avait pas fait la moindre impression sur ceux qui étaient présents, sauf sur un homme à longue guêtre, qui n'avait qu'un œil et qui suggéra qu'on ferait bien mieux de me mettre un collier de cuivre et de m'attacher à un poteau dans l'étable, comme au chien perdu. On plaça une échelle, et je descendis après la dame qui ressemblait à une meule de foin. Je ne me permis de bouger que lorsqu'elle eut enlevé son panier. Tous les voyageurs eurent promptement quitté leur place. On descendit tous les bagages et les garçons d'écurie firent rentrer la diligence sous la remise. Et cependant, personne ne paraissait pour réclamer l'enfant tout poudreux qui venait de Blunderstone, Suffolk. Plus solitaire que Robinson Crusoé, qui du moins n'avait près de lui personne pour venir l'observer et remarquer qu'il était solitaire, j'entrai dans le bureau de la diligence, et sur l'invitation du commis, je passai derrière le comptoir, et je m'assis sur la balance où on pesait les bagages. Là, tandis que j'étais assis au milieu des paquets, des livres et des ballots, respirant le parfum des écuries, qui s'associera éternellement dans ma mémoire avec cette matinée, je fus assailli par une foule de réflexions, toutes plus lugubres les unes que les autres. À supposer qu'on ne vint jamais me chercher, combien de temps consentirait-on à me garder là où j'étais? Me garderait-on assez longtemps pour qu'il ne me restât plus rien de mes 7 shillings? Est-ce que je passerais la nuit dans un de ces compartiments en bois avec le reste des bagages? Faudrait-il me laver tous les matins à la pompe de la cour? Ou bien me renverrait-on tous les soirs et serais-je obligé de revenir tous les matins jusqu'à ce qu'on vînt me chercher? Et si ce n'était pas une erreur? Si M. Murdstone avait inventé ce plan pour se débarrasser de moi, que deviendrais-je? Si on me permettait de rester là jusqu'à ce que j'eusse dépensé mes 7 shillings, je ne pouvais toujours pas espérer d'y rester lorsque je commencerais à mourir de faim. Cela serait évidemment gênant et désagréable pour les pratiques. Et de plus, cela exposerait le je ne sais quoi bleu à avoir à payer les frais de mon enterrement. Si je me mettais immédiatement en route et que je tentasse de retourner chez ma mère,
Comment pourrais-je marcher jusque-là? Et d'ailleurs, étais-je sûre d'être bien accueillie par d'autres que par Peggotty, lors même que je réussirais à arriver? Si j'allais m'offrir aux autorités voisines comme soldat ou comme marin, j'étais un si petit bonhomme qu'il était bien probable qu'on ne voudrait pas de moi. Ces pensées, jointes à un millier d'autres, me faisaient monter le rouge au visage, et je me sentais tout étourdi de crainte et d'émotion. J'étais dans cet état violent lorsqu'entra un homme qui murmura quelques mots à l'oreille du commis. Celui-ci me tira vivement de la balance et me poussa vers le nouveau venu comme un colis pesé, acheté, payé, enlevé. En sortant du bureau, la main dans celle de ma nouvelle connaissance, je me hasardai à jeter les yeux sur mon conducteur. C'était un jeune homme au teint jaune, à l'air dégingandé, aux joues creuses, avec un menton presque aussi noir que celui de M. Murdstone. Mais là cessait la ressemblance, car ses favoris étaient rasés, et ses cheveux, au lieu d'être luisants, étaient rudes et secs. Il portait un habit et un pantalon noirs, un peu secs et râpés aussi. L'habit ne descendait pas jusqu'aux poignets, ni le pantalon jusqu'à la cheville de leur propriétaire. Sa cravate blanche n'était pas d'une propreté exagérée. Je n'ai jamais cru, et je ne veux pas croire encore, que cette cravate fût tout le linge qu'il avait sur lui, mais c'était au moins tout ce qu'il en laissait entrevoir. Vous êtes le nouvel élève? Me dit-il. Oui, monsieur, lui dis-je. Je le supposais, je n'en savais rien. Je suis l'un des maîtres d'études de la pension Salem, me dit-il.